22 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Donc voici les principaux faits. Une zone franche utile pour toute l'Afrique, vision politique du président Guelleh a déclaré Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Et budget resserré pour les missions de paix en Afrique. Bonsoir à vous et merci à vous de nous rejoindre. Les dirigeants des pays amis retournent donc vers leurs pays respectifs après avoir pris part aux côtés du président de la République à l'inauguration hier de la plus grande zone franche d'Afrique au PK23. Et après le président soudanais Omar Hassan al-Bashir, le président du Rwanda Paul Kagame a quitté donc Djibouti ce matin en direction de Kigali. L'ouverture de cette nouvelle zone franche intéresse beaucoup le Rwanda qui est donc un partenaire et un pays enclavé qui a la possibilité de faire transiter son import-export par Djibouti. À son départ, le président Kagame a été salué par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et par les hauts responsables du pays. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a également quitté le pays hier en début de soirée après avoir pris part également aux côtés du chef de l'État à l'inauguration de la zone franche internationale de Djibouti. Il a été accompagné par l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, également représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah. Le président de la Commission de l'Union africaine a remercié le gouvernement djiboutien pour cette invitation et la construction de cette grande infrastructure qui ouvre des grandes perspectives pour Djibouti et pour l'ensemble des pays africains qui se tournent vers les marchés de libre-échange. L'inauguration de la zone franche internationale de Djibouti est un événement d'une très grande importance, non seulement pour Djibouti, mais également pour toute la région et au-delà pour l'ensemble du continent. Et surtout, encore que cet événement vient au moment où, au niveau continental, nous avons lancé la zone de libre-échange continentale. Nous revenons, le président Guelleh et moi-même, de Nouakchott, au sommet de Nouakchott, qui a vu encore d'autres États africains adhérer à l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Il y a 49 États africains sur les 55 qui l'ont signé. 6 l'ont déjà ratifié et les ratifications vont grandissant. Je crois que c'est quelque chose d'important et tout ceci rentre dans les cadres de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc ce qui s'est passé ce matin ici à Djibouti est d'une importance, je dirais, pour l'ensemble du continent. Cette zone franche, surtout de par la position géographique de Djibouti, sera un hub qui va servir l'ensemble de la zone de l'Afrique de l'Est et au-delà. Et c'est également un des aspects de notre coopération avec la Chine, qui est un partenaire du premier plan pour le continent africain. D'ailleurs, dans 2 mois, en septembre, il y aura un sommet du Forum Afrique-Chine qui va se tenir en Chine, avec, je l'espère, la présence de tous nos États. Cette coopération est utile et donc cela signifie que l'agenda du développement africain est en route. Il est bien vrai que le continent connaît encore quelques difficultés sur le plan de la paix et de la sécurité, notamment dans la zone de la Corne de l'Afrique, mais je crois que quand on voit la réalisation d'infrastructures de cette nature, nous sommes davantage réconfortés que l'Afrique va s'en sortir certainement. Et dans la seconde partie de cette interview qu'il nous a accordée, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué les efforts du président de la République qui fournit des efforts pour stabiliser la région, notamment de la Corne de l'Afrique. Déjà un dégel des conflits est palpable et entrer certains pays. D'autres vont aussi suivre selon le président de la Commission que je vous propose d'écouter.
Que pensez-vous de l'action du président Guelleh qui fournit beaucoup d'efforts pour la résolution des conflits en Afrique de l'Est? Absolument. Le président Omar Guelleh, d'abord en Somalie, il a joué et continue à jouer un rôle important. Nous avons des contingents de Djibouti qui sont dans le cadre de la MISOM et qui font un excellent travail. Je voudrais vraiment le remercier et lui exprimer toute la reconnaissance de l'Union africaine. Ce sacrifice au niveau de la Somalie nous réconforte. Je crois que la Somalie revient, et ceci grâce à cette mission africaine qui est la MISOM. Au-delà de la Somalie, le président Omar Guelleh est connu pour le rôle qu'il a joué. Le siège de l'IGAD est ici à Djibouti. L'IGAD qui continue à jouer un rôle important non seulement en Somalie mais également au Soudan du Sud. Nous avons enregistré ces dernières semaines une évolution positive, notamment avec la déclaration de Khartoum. Le 21 juin dernier s'est tenu un sommet extraordinaire de l'IGAD à Addis, en présence du président Ismaïl Guelleh, et nous commençons à enregistrer une avancée pour la paix et la sécurité dans ce pays qui est le Soudan du Sud. Vous l'aurez remarqué également, ces derniers jours, nous sentons un dégel entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et je l'espère très rapidement entre l'Érythrée et également Djibouti. Je crois qu'il y a une atmosphère de désescalade dans cette situation, et pour nous, à l'Union africaine, nous allons soutenir ce processus, bien entendu. L'inauguration donc de la plus grande zone franche d'Afrique par le président de la République hier n'est pas passée inaperçue, avec la participation de 5 dirigeants de la région et du président de la Commission de l'Union africaine. International Free Trade Zone, la plus grande zone commerciale donc de Djibouti, a nécessité un investissement total de 3,5 milliards de dollars. Elle s'étendra sur une superficie de 4800 hectares, soit 48 km². Cette zone de libre-échange accueille déjà 21 entreprises. Elle renforcera considérablement les échanges commerciaux dans la Corne d'Afrique, tout en renforçant la position de Djibouti en tant que centre commercial et logistique. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous les auspices donc du président Guelleh. Et pour cette grande inauguration, le chef de l'État donc était entouré de plusieurs dirigeants, dont le président de la République du Rwanda, le président de l'Union africaine Paul Kagame, du président du Soudan, du président de la République fédérale de Somalie et du premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et du président de la Commission de l'Union africaine. A noter également la présence de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, aux côtés du président de la République. Le président des autorités des ports et les représentants de la société chinoise, ainsi que l'ambassadeur de Chine à Djibouti, ont également pris part à ce grand événement. Cet événement a été suivi de l'Africa-China Economic Forum and Exhibition visant à promouvoir la collaboration économique entre l'Afrique et la Chine, plus particulièrement entre les secteurs privés des deux continents. Les représentants du secteur privé djiboutien et des pays de la région et les représentants des grandes sociétés chinoises et internationales ont participé donc à l'inauguration de la nouvelle zone franche et au forum économique, ainsi qu'à la foire exposition Chine-Afrique. L'inauguration de cette grande infrastructure offrira des grandes opportunités d'échanges commerciaux à partir de Djibouti avec le continent africain et la Chine. Elle permettra aussi la création de milliers d'emplois à Djibouti. Et en début de ce mois de juillet, une forte délégation gouvernementale djiboutienne comprenant le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, et le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdou Youssouf Sougué, s'est rendu à Mogadiscio pour participer à la fête nationale somalienne du 1er juillet. Outre la délégation ministérielle, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, le général Soubaglé, ainsi que la troupe musicale Harbi des forces armées djiboutiennes a participé donc à cette cérémonie qui s'est donc déroulée sous le haut patronage du président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo, en présence également du premier ministre somalien et des principales autorités de ce pays.
Et lors d'une réception qui a été organisée à cette occasion, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a pris la parole pour remercier le président somalien pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé donc à la délégation djiboutienne. Les deux pays, Djibouti et la Somalie, sont liés par des liens forts donc, et partagent une culture, une même langue, une même religion. Il a loué les efforts des dirigeants somaliens pour rétablir la stabilité en Somalie. Aujourd'hui, a-t-il dit, le ministre de la Défense, nous sommes très satisfaits des conditions de sécurité qui prévaut à Mogadiscio, puisque nous avons pu effectuer une visite de nuit dans la capitale, ce qui était impossible il y a peu de temps. Le mérite revient aux autorités somaliennes. Le ministre de la Défense a conclu ses propos en indiquant que Djibouti, en premier le président de la République, reste toujours aux côtés des autorités somaliennes pour renforcer la paix et la stabilité dans toute la Somalie. Et pour sa part, le Premier ministre, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a remercié la délégation djiboutienne pour sa participation à la fête nationale somalienne. Ceci montre l'excellence de relations de fraternité qui existent entre les deux pays, a-t-il indiqué. Il a loué également les efforts inestimables du président de la République qui a été le premier à soutenir la Somalie pour qu'elle revienne dans les concerts des nations. Le président a été donc le premier chef d'État à soutenir, a-t-il poursuivi, l'organisation de la paix et la réconciliation en Somalie et continue de le faire pour que la Somalie retrouve toute sa splendeur d'État moderne en Afrique de l'Est. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé hier une séance de sensibilisation pour les leaders du quartier 7 et l'objectif de cette séance est de communiquer, sensibiliser et informer la population sur les actions à mener par le ministère à l'endroit des femmes et des enfants dans les quartiers. Ces séances devaient s'étaler sur une période d'une semaine. Les débats et les discussions ont permis de formuler des recommandations sur l'augmentation du nombre des femmes à alphabétiser, le nombre de classes à rajouter et surtout la prise en charge des éducateurs de ces structures. L'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, a organisé hier un atelier de validation dans le cadre du projet Prépide 2 quartier 7, financé par la Banque mondiale, en présence du président de la commune de Boulaos, du directeur général de l'ADDS, de la directrice du développement social et bien sûr des hauts responsables et collaborateurs de l'ADDS. Cet atelier qui avait pour objet l'examen de 25 projets communautaires soumis par les associations du quartier 7 dans le cadre de la troisième vague des micro-projets. En effet, le Fonds de développement communautaire du programme Prépide 2 quartier 7 a pour objectif de dynamiser le tissu associatif de ce quartier. Par ce financement, il s'agit d'appuyer les activités des associations dans leur quotidien en leur donnant des moyens conséquents afin que quelques-uns puissent réaliser leur mission, leur domaine respectif, à savoir l'animation, la prévention, la sensibilisation, la formation ou encore l'insertion. Plus largement, sous l'impulsion du secrétariat d'État aux affaires sociales et en partenariat avec les autres ministères sectoriels, l'ADDS met en œuvre des programmes, projets et sous-projets qui visent l'amélioration des services sociaux de base, en particulier la santé, l'éducation, l'eau potable, l'appui à la jeunesse et l'assainissement de base, mais aussi faciliter aux populations vulnérables l'accès aux sources de financement, à la micro-entreprise et enfin encourager la participation des bénéficiaires à l'élaboration et à la gestion des programmes et projets mis en œuvre. Après avoir signé une convention pour le nouveau ferry qui va faire la navette entre Djibouti et les régions du nord du pays avec le ministère de l'équipement et des transports, une délégation japonaise s'est rendue à Tadjoura pour discuter avec les autorités locales.
Cette délégation a été accompagnée par le directeur des affaires maritimes, Charlie Melachir Daoud. Lors de la rencontre avec les autorités locales à la préfecture de Tadjoura, les discussions ont porté sur le meilleur moyen d'optimiser les conditions d'utilisation de ce nouveau ferry. Les acteurs économiques et les représentants de la population ont participé aux côtés du préfet Abdelmalik Mohamed Benouita. Déjà grâce à la coopération djibouto-nippone, un ferry nommé Mohamed Burhan Qassim fait la navette entre la capitale et les régions du Nord. Les autorités de la région de Tadjoura ont remercié la délégation japonaise pour l'octroi, encore une fois, d'un nouveau ferry qui va améliorer sensiblement la circulation des biens et des personnes entre la capitale et les régions du nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok. Actualité internationale à présent avec Hussein Aouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Alors l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, annonce Hussein que le budget sera serré pour les missions de paix en Afrique. Effectivement, donc Ahmed, l'ONU resserre le budget pour les missions de paix en Afrique en application du budget concernant donc les opérations de paix 2018-2019 qui a été donc adopté hier en Assemblée Générale des Nations Unies. Les 4 missions de casque bleu les plus importantes de l'organisation onusienne devront serrer la ceinture. Il s'agit de missions particulièrement présentes au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Mali et en Centrafrique. Les 193 pays membres de l'ONU se sont entendus donc le week-end dernier pour un accord donc de principe pour les 12 mois à venir. Près de 6 milliards de dollars iront à la quinzaine d'opérations de paix gérées actuellement par l'ONU. Et accord sur l'accueil des migrants en Allemagne. Oui, effectivement, donc le secrétaire, effectivement, donc Ahmed. Après donc plusieurs semaines de désaccords, donc la crise politique s'éloigne en Allemagne. Les 3 partis qui composent la coalition gouvernementale donc sont tombés d'accord sur un durcissement de la politique migratoire. Et pour clore donc cette actualité, nous allons parler donc de la Coupe du Monde. Nous allons finir en sport, des matchs donc très disputés aujourd'hui pour l'ouverture de ces quarts de finale. Alors quels ont été les 2 matchs qui ont été disputés et où en sont les scores pour le moment? Oui, effectivement, Ahmed, et le Bleus sont qualifiés donc pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et 2 buts donc de Raphaël Varane et Antoine Griezmann ont suffi donc pour renvoyer donc la France au dernier carré. Donc l'Uruguay donc Ahmed a bien tenté, mais l'équipe de Didier Deschamps donc était un cran au-dessus. Donc les supporters français donc peuvent attendre sereinement le résultat du match Brésil-Belgique. Donc la Belgique Ahmed mène 2-0 à présent. Donc le vainqueur de ce quart de finale donc rencontrera effectivement la France. Donc nous pourrons suivre la seconde période de ce match juste après cette édition. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.